Merci de l'invitation. Je crois que la thématique est fondamentale. On verra en quoi elle est fondamentale avec nos deux interventions, évidemment. Mais pour commencer, cette notion de lumière, je veux dire, pour ce qui est de son champ sémantique, pose problème. Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire les lumières? Déjà, en Occident, on sait approximativement, avec quand même beaucoup d'indétermination. Il y en a qui introduisent des notions de lumière française, allemande, anglaise, bref, un certain nombre de thématiques. Bon, Kant, c'est les Lumières, mais c'est quand même pas la France. Voltaire, Rousseau, Diderot, enfin, c'est les Lumières, mais ce n'est pas la même chose que leur équivalent en Angleterre. Bref, c'est déjà une notion au champ sémantique relativement complexe. Et son introduction dans le monde musulman, et en particulier en Iran, pose un vrai problème. D'abord, la traduction. Mon ami Mohsen Mottagui pourra apporter beaucoup plus de précision à ce sujet, si nécessaire, mais disons que la notion a été traduite, entre autres, par tanvir. Tanvir, c'est un mot qui a comme composante nour, et nour, ça veut dire lumière. L'époque de Tanvir, mais c'est aussi une notion beaucoup plus générale et beaucoup plus ambiguë, beaucoup plus globale que ce concept de lumière. D'un autre côté, l'intellectuel, le mot intellectuel qui n'existait pas, ni en persan ni dans le monde musulman, eh ben, c'est d'abord traduit par Munawwar al-Fikr. Munawwar, c'est celui qui a de la lumière, enfin c'est un mot qui a dans sa racine en vav re, nour, qui veut dire lumière. C'est d'abord la traduction en persan, mais sous une forme arabe d'intellectuel. Vous voyez, dans le mot intellectuel, il n'y a pas de lumière. En persan, d'abord arabisé, Munawwar al-Fikr a les lumières. Ensuite, c'est par Roshan Fikr. Et Roshan Fikr, Roshan, ça veut dire illuminé. Et encore, il y a lumière. Donc, dans le champ sémantique de l'intellectuel, il y a quelque chose qui est relié aux lumières qui n'existe pas, par exemple, en français ou en anglais intellectual. Et ça, c'est aussi lié à, je veux dire, cette extension des lumières, comme si tout intellectuel était, par définition, celui qui aurait été influencé par les Lumières. Donc, la notion s'introduit en Iran et plus largement, aujourd'hui on ne pourra pas en discuter, mais c'est un thème passionnant dans le monde musulman et en particulier dans le monde arabe, avec une ambiguïté caractéristique. Ça signifie finalement, grosso modo, du moins dans une certaine période, la modernité. Ce n'est pas un courant intellectuel bien déterminé, c'est tout ce qui fait la modernité. Et tout ce qui fait un sentiment d'admiration, d'effroi, ou même de rejet radical, les trois pouvant coexister, vis-à-vis des Lumières, vis-à-vis de l'Occident. Cet Occident dont on découvre dans le monde musulman à partir du XVIIIe siècle, dans l'Empire ottoman, et plus tard à partir de, mettons, début du XIXe siècle, dans d'autres parties, la supériorité technologique et l'ambition impériale, eh bien cet Occident, si vous voulez, engendre un sentiment de décontenancement chez une grande partie de la population. Comment se fait-il qu'un monde impie, enfin impie ou chrétien qui était perçu comme étant inférieur dans la hiérarchie, si vous voulez, de la sacralité, de la religion par rapport au monde de l'islam, eh bien nous sont supérieurs pour ce qui est de leur technologie et de leur capacité militaire et leur façon de concevoir un rapport au monde qui soit beaucoup plus efficace que le nôtre. Et là, c'est un vrai problème
On se croyait supérieur, on croyait que les chrétiens seraient toujours inférieurs, ne serait-ce que dans l'Empire ottoman, que ce soit par exemple dans le monde musulman, au Moyen-Âge, et on découvre un autre Occident qui est supérieur. Et cet Occident est perçu comme étant, en un sens, lié à un phénomène quasiment inexplicable, mais au sujet duquel on essaie d'apporter des clarifications au fur et à mesure, et c'est là où on voit bien s'introduire la notion d'intellectuel. L'intellectuel, au sens occidental du terme, n'existait pas dans le monde musulman. On avait le alim, le savant religieux, on avait le mystique, on avait celui qui avait un savoir médical, on avait vraiment des formes spécialisées du savoir, si vous voulez, le savoir lié aussi à ce qu'on pourrait appeler les sciences du temps, mais la notion d'intellectuel comme telle est une invention liée à l'introduction de l'Occident dans le champ culturel, social, politique et économique du monde musulman, et en Iran tout particulièrement. Alors, cette notion, c'est-à-dire celui qui pense de manière critique le rapport à la société, est indissociablement lié à ce qu'on pourrait appeler l'Occident. Ce qui n'était pas le cas, si vous voulez, en Europe au moment où cette notion est introduite et au moment où les Lumières ont pris naissance. Évidemment, il y a un changement du statut de celui qui pense en termes d'intelligence ces phénomènes, mais la rupture n'est pas aussi profonde, puisqu'il y avait une préparation depuis le XVIIe siècle. On voit très bien que la dimension continuité coexistait en articulation avec la dimension discontinuité. En Orient, en Iran, dans d'autres parties du monde musulman, c'est la rupture. Cette rupture pose un vrai problème. D'abord, à l'intellectuel, comment se donner en quelque sorte une contenance, comment se donner une légitimité. Ce n'est pas un savant religieux, même si beaucoup d'intellectuels iraniens du XIXe siècle sont d'origine religieuse. Ce n'est pas non plus un savant au sens d'une spécialité, médecine, mathématiques, les sciences physiques, c'est autre chose. Et c'est là où on voit bien comment cette notion va prendre forme de manière très conflictuelle. Trois attitudes me paraissent prévaloir dans cette période par rapport à ce qu'on pourrait appeler d'abord les Lumières, c'est-à-dire, encore une fois, dans le champ sémantique où il s'inscrit en Iran et dans une très grande partie du monde musulman, l'Occident, avec sa nouvelle rationalité, avec ses nouvelles formes de domination, mais aussi avec sa capacité de séduction. Trois formes qui sont, en un sens, caractéristiques de ce qu'on pourrait appeler par la suite les configurations multiples du champ intellectuel, eu égard à la société, mais aussi à l'Occident, au sein de la société iranienne. Je me cantonne à la société iranienne, mais beaucoup de ces choses-là peuvent vraiment s'étendre à d'autres sociétés musulmanes, notamment arabes. Alors, une première attitude qui caractérise ces intellectuels consiste à dire on ne peut rattraper l'Occident qu'en devenant du pied au cap occidental. C'est-à-dire le déni total du passé culturel, des rapports sociaux, des rapports religieux. Il faut s'occidentaliser entièrement. S'habiller à l'occidental, se comporter à l'occidental, penser à l'occidental, et donc, en un sens, remettre en cause dans sa totalité ce qu'on pourrait appeler le rapport à l'islam. Il faut, et on ne le dit pas sous cette forme-là parce que vraiment, ça peut être très humiliant, mais le contenu essentiel, c'est qu'on ne peut que jeter à la poubelle l'islam et toutes les formes de religiosité et toutes les formes de sociabilité associées à la tradition.
Là, c'est une forme radicale. On a des personnes, d'ailleurs, extrêmement douées, enfin, je veux dire, Mirza Malcolm Khan, un certain nombre d'autres que Mohsen pourra décrire avec beaucoup plus de précision, qui sont les partisans de la première attitude. Occidentalisons-nous à 100% et on aura les mêmes bienfaits, en un sens, de l'occidentalité que les sociétés occidentales. La seconde attitude, c'est exactement à l'opposé, c'est-à-dire une prise de conscience progressive du fait que l'Occident, c'est le déni de légitimité à l'islam. Et par conséquent, on ne peut lui résister, on ne peut s'affirmer dans son authenticité que si on rejette toute forme d'occidentalité, quitte à accepter les formes technologiques de modernité. Je veux dire, voilà, une occidentalité d'où seraient exclues toutes les formes d'acculturation, toutes les orientations liées en quelque sorte à la sociabilité, mais où on adopterait, bon, par exemple, le fusil, on adopterait ce qui relève en un sens de la modernité technologique, mais avec un certain nombre de restrictions pour que cela ne remette pas en cause la société musulmane dans ses composants majeurs qui sont quand même liés à l'islam et notamment, surtout, à la foi chiite. Il y a une troisième attitude qui consiste à dire qu'il faut essayer de combiner les deux, faire en sorte qu'on puisse, en un sens, préserver son identité culturelle tout en s'ouvrant à la modernité. Évidemment, ce n'est pas chose simple. C'est une chose extrêmement complexe. Comment choisir, comment faire en sorte qu'on puisse, en un sens, concilier ce qu'on pourrait appeler la société traditionnelle, marquée par le primat du religieux, mais en même temps un religieux qui est quand même très complexe, puisqu'il n'est pas unifié, il y a diverses tendances, d'un côté, et ce qu'on pourrait appeler la modernité occidentale, donc la nécessité d'un changement, mais un changement maîtrisé qu'on pourrait en quelque sorte mener à bien sans violenter nécessairement la société dans son sentiment de dignité et d'existence comme tel. Ces trois courants, on le voit très bien avec une prépondérance de l'un sur les autres selon des périodes. Moi, je distingue, évidemment, comme toute périodisation, c'est une forme de coupure de l'histoire dans le temps. D'autres peuvent faire autrement, mais moi, je distingue trois périodes et même une quatrième. La première période essentielle dans l'affrontement entre ces différentes tendances et l'avènement de l'intellectuel, c'est la révolution constitutionnelle, ce qu'on a appelé en Iran la révolution constitutionnelle, 1905-1911 ou 1906-1911, selon les historiens. C'est une période où on voit bien une mobilisation, où des groupes minoritaires dans la société, mais puissantes, les marchands, les nouvelles couches intellectuelles, ceux qui ont eu un rapport avec l'Occident, ne serait-ce que par le biais de l'Empire ottoman, et tous ces gens qui ont fait des voyages en Occident pour les affaires, les commerçants, ou les politiques, eh ben, on voit bien l'affrontement entre des courants qui veulent changer la société dans le sens de son ouverture et la remise en cause de ce qu'on pourrait appeler la tradition, et notamment eu égard à la politique. Et eux, ils disent, voilà, il faut se moderniser, et pour cette raison, il faut que le roi ne soit plus de droit divin, mais qu'il soit, en un sens, le roi qui soit responsable vis-à-vis du peuple. C'est d'ailleurs la première fois qu'on voit bien l'apparition dans un mouvement social de cette notion du peuple musulman, mais qui est peuple quand même. Je veux dire, un transfert de légitimité du pouvoir royal qui était censé être l'ombre de Dieu à ce qu'on pourrait appeler la légitimité populaire. D'ailleurs, une parenthèse,
les Lumières en Occident, si vous voulez, ça se produit dans des sociétés où, bon, mis à part le sud de l'Europe, c'était quelque chose de rare. Hein. Je veux dire, pour tous ceux qui vivent au-dessus de la Loire, bon, on sait très bien qu'on aime bien les Lumières. Or, les Lumières en Orient, il y en a trop. C'est pour ça que, par exemple, en France, on a appelé le roi Soleil, parce que le soleil était quelque chose de très bien. Et dans les pays musulmans, en Iran en particulier, le roi est appelé l'ombre de Dieu. Parce que l'ombre est beaucoup plus intéressante, parce qu'il y a trop de soleil, hein, on brûle. Et par conséquent, vous voyez, cette notion de lumière qui n'a pas la même portée en liaison avec ce qu'on pourrait appeler le climat. D'ailleurs, des discours sur le climat dans la période des Lumières ou dans la période juste avant les Lumières, c'est quand même un des éléments fondamentaux. Une sorte de climatologie sociale, c'est quand même aussi très important. Bon, alors, les 4 périodes sont d'abord la Révolution constitutionnelle, où il y a un affrontement qui se termine par, du moins dans la première période, par le succès des partisans de la modernisation sur les partisans du maintien de la société dans sa tradition musulmane. Et on voit là quelque chose qui se passe et qui aura historiquement une portée énorme, à savoir quelqu'un, il s'appelle Cheikh Fazlullah Nouri, c'est un cheikh qui, enfin, dans le temps, le mot ayatollah n'existait pas. Le mot ayatollah, si vous voulez, qui est entré en français comme étant un religieux en un sens fanatique, etc. Maintenant, c'est devenu un mot français. Ayatollah, c'est aussi l'une des contributions de la révolution iranienne à l'enrichissement du vocabulaire en français. Eh bien, avant, ça n'existait pas. Donc, voilà une contribution quand même sémantique d'une certaine portée. Alors, on l'appelait Cheikh Fazlullah Nouri, et lui, il se met, si vous voulez, en porte-à-faux par rapport aux modernistes. Il dit, non, on ne veut pas d'Occident. Le chiisme, ce n'est pas fondé sur le peuple, ce n'est pas fondé sur la démocratie, c'est fondé sur l'inspiration divine. C'est Dieu. Et le roi est en un sens le représentant de Dieu. On trouve les mêmes convergences, si vous voulez, par exemple dans la Révolution française, les contre-révolutionnaires françaises. Le type d'argument n'est pas très éloigné de l'autre. D'ailleurs, dans le comparatif, je crois qu'il serait fort intéressant de faire des parallèles sur ce plan-là. Donc les anti-lumières, en un sens, se constituent déjà avec la Révolution constitutionnelle dans cette espèce d'affrontement où on essaie de remettre en cause la légitimité des modernistes et l'affirmation de ce que le chiisme porte en lui un certain nombre de caractéristiques qui vont à l'encontre de l'affirmation de la légitimité du peuple dans le choix de la société. Et lui, évidemment, dans le temps, il n'est pas suffisamment bien entouré, et les réformistes, les modernistes l'arrêtent et le pendent. Et c'est devenu le premier martyr des anti-lumières, notamment après la révolution islamique, par exemple, la révolution iranienne de 1979, par exemple, chez les tenants de la théocratie islamique. C'est devenu comme une figure fondamentale de ce premier martyr, si vous voulez, contre ceux qui voulaient imposer à la société iranienne une sorte de mécréance à l'image de l'Occident. Ça, c'est la première période. Alors là, évidemment, des choses se passent. Il y a une production intellectuelle très importante, d'un côté comme de l'autre. Ce champ a été exploré par un historien, par la suite par d'autres, mais le plus important, en Iran du moins, étant Feridun Adamiyat, qui a fait des ouvrages là-dessus qui ont fait date. Et ensuite, évidemment, c'est devenu une thématique académique travaillée par beaucoup de chercheurs en Iran, dans les pays anglo-saxons, en France. Bref, c'est quand même maintenant un domaine surdocumenté. La deuxième période qui me paraît fondamentale dans cette espèce d'affrontement entre ces diverses tendances,
c'est la période du mouvement, si vous voulez, le mouvement mossadériste. Je m'explique, Mossadegh, c'est un membre de l'aristocratie Kadjar qui ensuite entre au Parlement iranien parce que le parlementarisme est instauré par la révolution constitutionnelle, ensuite dénaturé par Reza Shah qui a pris le pouvoir dans les années 1920 et qui a instauré une nouvelle dynastie, la dynastie Pahlavi par rapport à la dynastie Kadjar. Et là, c'est la période, si vous voulez, et il part en exil parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il avait de la sympathie pour les puissances de l'Axe, Hitler, etc. Et puis les Alliés voulaient faire passer des renforts, si vous voulez, par l'Iran à l'Union soviétique, qui était attaquée par les nazis. Et donc l'Iran est occupé par les Alliés, et il est obligé de partir en exil, et c'est son fils qui prend le pouvoir. Et le fils prend le pouvoir, et ensuite, c'est dans les années 1950 qu'advient ce qu'on appelle le mouvement de nationalisation du pétrole. Et Mossadegh devient le Premier ministre. Je ne vais pas en faire l'historique, ça prendrait trop de temps, mais disons que c'est la période où on voit bien aussi l'affrontement, un certain nombre de thématiques entre ces trois groupes dont je parlais. Et chaque groupe a son représentant, si vous voulez, dans ce mouvement. Il y a l'ayatollah Kashani qui est plutôt pour l'affirmation du primat du religieux, mais avec un certain nombre de nuances. Il y a Mossadegh qui est pour un nationalisme constructif, à savoir la nation, la démocratie, avec le fait que l'islam est notre religion, mais qui doit être en un sens marginalisé de facto. Enfin, on n'ose pas le dire clairement, mais la notion de nation devient une notion fondamentale. Et donc le transfert de ce nationalisme occidental sur l'Iran, c'est un processus qui s'est vraiment développé, et on le voit très bien, l'affirmation de la nation. Et puis le groupe des islamistes, de ceux qui pensaient qu'il fallait rompre totalement avec la modernité, est très faible dans ce mouvement. Seulement, la fin, vous savez, de Mossadegh, ça a été lié à un coup d'État qui a été quand même plus ou moins comploté par la CIA américain et les services de renseignements généraux britanniques. Et ça a été un moment, si vous voulez, terrible pour les intellectuels iraniens et pour les générations d'après. C'est-à-dire, c'est le moment où prévaut le sentiment d'une supercherie fondamentale de l'Occident. C'était un mouvement, si vous voulez, démocratique, avec ses faiblesses évidemment, mais quand même, sa tendance majeure était démocratique. Et donc, normalement, ça aurait dû bénéficier du soutien de l'Occident. Eh bien, c'est exactement l'inverse qui se pose. Parce l'Iran étant, si vous voulez, limitrophe de l'Union soviétique, avec 1500 km dans le temps, si vous voulez, de frontières, l'Occident, et notamment les États-Unis, avaient peur que l'Union soviétique arrive, en quelque sorte, par le biais d'un parti communiste puissant, le parti Tudeh, à prendre possession de l'Iran. Et dès lors, il aurait eu accès, si vous voulez, l'Union soviétique aurait eu accès au Golfe Persique et donc aux mers chaudes, ce qui était le rêve de Pierre le Grand pour la Russie, d'avoir accès aux mers chaudes. Donc, être en un sens en affrontement avec l'Occident et surtout avec le pétrole, puisque là, l'Union soviétique pouvait descendre. Donc, la peur de cette pénétration russe, soviétique, en Iran a prévalu sur la sympathie supposée que le mouvement nationaliste iranien aurait dû provoquer dans les pays occidentaux. Donc on aide à ce qu'il y ait un coup d'État contre Mossadegh. Et à partir de là, il y a un traumatisme très profond, c'est-à-dire ceux qui pensaient que la démocratie, une sorte de vision sécularisée, une conception du rapport politique qui s'inspirait des lumières, entre guillemets, en Iran, eh bien tout cela bat en brèche. Je veux dire, ils ont le sentiment que tout ça c'est de la supercherie. Une nouvelle génération d'intellectuels
arrive progressivement, si vous voulez, sur le champ public en Iran, qui ne croient plus du tout à cela. C'est la période de la radicalisation. Et là, cette période de radicalisation aboutit en 1979 à ce qu'on pourrait appeler la révolution iranienne, qui est une révolution qui devient une révolution islamique, et l'instauration de la théocratie. Il ne faut pas oublier que deux tendances majeures qui étaient opposées à la révolution constitutionnelle, à savoir la tendance moderniste et laïque et la tendance islamique et anti-lumière, eh bien, il arrive dans leur extrémisme à se rejoindre. Ce qu'on voit dans la révolution de 1979, c'est que l'extrême gauche communiste ou gauchiste et les fondamentalistes religieux, finalement, tiennent le même langage, même s'ils ne sont pas nécessairement liés directement par des attaches, si vous voulez, institutionnelles. Mais le rejet de la démocratie, puisque c'est une supercherie occidentale, on a voulu faire, eh ben, on nous a dépossédés de cette capacité par un coup d'État qui était quand même soutenu directement par les deux puissances coloniales et hégémoniques du temps, les États-Unis et l'Angleterre. Eh bien, antidémocratie, sentiment que de toutes les façons, tout cela c'est une supercherie occidentale pour dominer les sociétés du tiers-monde et notamment en Iran, et de l'autre côté, le sentiment qu'un pouvoir populaire, c'est un pouvoir, si vous voulez, hérétique, mécréant, et que ça ne correspond pas à ce qu'on pourrait appeler la nature profonde de la société musulmane. Là aussi, on voit bien cet affrontement entre lumière et anti-lumière, dans un sens, encore une fois, extrêmement élargi, extrêmement ambivalent, sous des formes qui sont spécifiques à chaque fois à la société iranienne. Donc, cet affrontement entre ces tendances. Le quatrième moment qui me paraît tout aussi important, c'est ce qu'on appelait le mouvement vert. Il faut bien comprendre que le mot vert ne signifie pas écologie. Dans le mouvement vert de 2009. Parce que symboliquement, le vert envoie en Occident, à juste titre, bon, c'est une construction évidemment culturelle, à l'écologie. Là, le mouvement vert, c'est très compliqué parce que c'était aussi une couleur dans un débat télévisuel entre les différentes personnes, mais c'est aussi identifié de manière aléatoire à ce qu'on pourrait appeler l'islam. Bon, peu importe. Mais disons que c'est beaucoup plus complexe que cela. Le mouvement vert, c'est la remise en cause de cette espèce de, comment dire, de rejet de l'Occident au nom d'une forme nouvelle de citoyenneté dont les intellectuels sont très nombreux. Et là, Mohsen Mottari a fait sa thèse là-dessus et il pourra nous en parler. Et on voit très bien comment se prépare une nouvelle forme d'intelligence des rapports sociaux, mais aussi du rapport au texte, qui réintroduit en quelque sorte les Lumières sous une forme autochtonisée, indigénisée. Et je crois que cela aussi, on est dans une conjoncture nouvelle, c'est-à-dire c'est aussi la rupture avec ce qu'on pourrait appeler les tendances majeures de la révolution islamique de 1979. Et cette période est une période très importante puisque en 2009, ça se déroule un an et demi avant les révolutions arabes. Les révolutions arabes, vous savez, fin 2010, Tunisie, 2011, Égypte, au début, dans les 2 premières années, ont été quand même porteuses de beaucoup d'espérance et beaucoup d'idées sur l'ouverture des sociétés arabes, avec des acteurs qui, pour la première fois, proposaient de manière massive, dans un mouvement social extrêmement étendu, la notion de la démocratisation de la société, mais sous une forme anthropologiquement appropriée, à savoir la dignité du citoyen, et la non-violence et un certain nombre d'autres thématiques liées à la société civile. Et là, on trouve ces thématiques-là dans le mouvement vert. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu l'émergence d'un nouveau groupe d'intellectuels en Iran, qu'on appelle les intellectuels réformistes, à partir des années 1900, vers la fin de 1980, début des années 1990.
Et ces intellectuels réformistes sont de plusieurs types, mais le type dominant, c'est celui qui combine, en un sens, le religieux, l'islam, avec ce qu'on pourrait appeler l'ouverture vers la modernité, la démocratie, etc. Et là, on verra un certain nombre de thèmes qui rejoignent celles des Lumières dans un contexte iranien qu'on appelle quelquefois par la notion de protestantisme musulman ou de protestantisme islamique. Alors, c'est voilà le développement d'un nouveau champ d'intelligibilité. Et sur ce champ, évidemment, Mohsen Mottari, qui a travaillé depuis presque 20 ans, a fait beaucoup de publications, dont un livre dont je vous recommande la lecture au cas où vous seriez intéressé, qui a été publié chez l'Harmattan, et où il traite de ces intellectuels d'un nouveau genre, avec une problématique qui combine, articule et en même temps insère les différentes notions de la modernité avec ce qu'on pourrait appeler un islam revisité. Et c'est dans ce sens-là qu'on assiste à des formes de sécularisation nouvelles en Iran qui sont extrêmement importantes dans le sens de la remise en cause de cette tendance majeure anti-lumière qui caractérisait l'Iran des années 70. N'oublions pas que les anti-lumières ont eu, comme je l'ai dit, une tendance religieuse islamique, mais aussi une tendance laïque. Et c'est dans cette espèce de combinaison entre les deux qu'au début, finalement, le mouvement a pu acquérir une capacité d'action, marginalisant ceux qui voulaient une société beaucoup plus ouverte vers la fin des années 70. D'où l'instauration de la théocratie islamique en Iran. On pourra discuter, évidemment, dans le débat sur les intellectuels qui sont intervenus, sur la façon dont les choses ont pu évoluer dans le champ spécifique de l'intellectualité. Mais disons que l'expérience fondamentale, à mon avis, c'est dans l'affrontement, confrontation, et en même temps articulation de ces trois tendances. Et je pense que maintenant, je dois laisser la parole à mon collègue Mohsen Mottari, qui nous décrira de manière beaucoup plus précise, si vous voulez, les composantes de ce champ et surtout la façon dont les nouvelles tendances ont pu se manifester pour mettre en cause cette espèce d'alliance entre les deux tendances anti-lumière qui ont caractérisé pendant 2 décennies, si ce n'est 3, l'Iran moderne. Merci. C'est très difficile de prendre la parole après l'intervention riche de Farhad. Plus il avançait dans sa présentation, plus je voyais que mes feuilles perdaient leur sens. Donc il a presque résumé ce qu'il voulait dire, mais plutôt je vais intervenir sur un peu plus de détails, de mettre les noms par rapport à ces périodes, et de montrer comment il y a une reconfiguration du champ intellectuel en Iran dans la période post-révolutionnaire. Donc je tiens aussi à mon tour à remercier les organisateurs qui me permettent et qui me donnent cette occasion de présenter quelques aspects de mes recherches. C'est aussi un sujet à la fois qui intéresse les milieux académiques, mais le débat intellectuel, c'est aussi un débat dans la société civile. Donc ce n'est pas qu'un débat intellectuel dans le champ académique. On voit très bien, au moins en Iran, que les presses sont mobilisées, il y a des arrestations, il y a des conflits qui opposent les uns et les autres. Farhad a bien présenté les 3 attitudes qui concernent le rapport des intellectuels, le rapport des savants à l'Occident, parce qu'on parle beaucoup de lumière, de la période de lumière, mais la question de lumière se traduit dans le contexte iranien, dans son rapport à l'Occident. Voilà. C'est la raison pour laquelle peut-être Darwish Shoygan, qui est l'un des intellectuels iraniens, qui a écrit pas mal de livres plutôt dans le domaine de philosophie, et il a écrit un livre qui s'appelle « La lumière vient de l'Occident ». Donc ça aussi.
Farad a présenté plusieurs périodes. Moi, je ne vais pas entrer dans toutes ces périodisations. Moi, je vais aussi évoquer à mon tour une autre période qui est antérieure à la période dont il a parlé. Il a pris comme point de rupture la révolution constitutionnelle. Moi, je parlerai plutôt aussi dans la deuxième moitié du 19e siècle, qui est quand même une période importante pour l'Iran, pour le monde islamique dans son rapport à l'Occident. Avant de ça, comme on parle de la philosophie, on parle des Lumières, on parle de la période de Lumière, on parle aussi de la perception, de la représentation et de la réception des Lumières. Donc la question, il ne s'agit pas de parler ici sur les aspects historiques des Lumières, mais en même temps, c'est intéressant de savoir comment ces philosophes, comment ces idées Lumières ont été perçues par des intellectuels dans un autre contexte qui n'est pas le contexte européen. Pour résumer et schématiser quelques idées forces de Lumière qui ont été reprises par la suite par les acteurs intellectuels et politiques. La période, c'est le 18e pour l'Europe et l'Iran, c'est le 19e, comme Farad a dit. La chose la plus importante, la première, c'est une sorte de critique de la monarchie absolue du droit divin. C'est une idée qui a fait l'objet de beaucoup de débats en Iran. On a parlé tout à l'heure sur la révolution constitutionnelle et une critique de la monarchie absolue en introduisant un autre rapport au pouvoir, un autre rapport aux politiques. Donc c'est la première. Deuxième idée, c'est l'idée de la critique de la religion, où c'est une façon de comprendre la lumière comme une philosophie qui remet en cause la religion comme intervenant dans l'espace public. C'est aussi de cette façon qu'il y a une référence à la lumière dans les débats intellectuels en Iran, en pensant que la lumière, c'est le rejet ou le retrait. Ça dépend de quelle position on prend dans ces questions de la lumière. Donc, troisième idée, c'est aussi, là, c'est très évident dans le champ intellectuel iranien, au moins dans les 50 dernières années, que ça soit du côté des laïcs, mais même des religieux, c'est la critique de ce qu'on pourrait appeler l'institution cléricale. Donc là, ça aussi, c'est la critique de l'institution cléricale et dans une référence directe et indirecte à l'expérience de l'Europe. Donc il ne s'agit pas de faire disparaître l'institution cléricale, il ne s'agit pas de faire disparaître la religion, mais de pouvoir limiter et délimiter le champ de son intervention pour que chacun puisse avoir sa place dans la société. Enfin, aussi, c'est l'idée d'une critique de l'organisation sociale. Voilà, donc je schématise ces quelques idées de Lumière. Et puis, on a pas mal parlé aussi, c'est l'histoire de l'intellectuel comme éclaireur du peuple. Donc, c'est le mot, c'est intéressant dans le contexte de l'Iran, que le mot intellectuel est en lien sur le plan étymologique avec la lumière. Au-delà de ces idées forces, il y a aussi quelques valeurs qui ont fondé les sociétés occidentales auxquelles les intellectuels se réfèrent. C'est la question de la liberté, la question de l'autonomie, la question de la tolérance. Donc avec cette petite introduction de la façon dont la lumière ou les philosophies et lumière ont été perçues, reçues, réceptionnées par les intellectuels iraniens, et je vais parler maintenant plutôt entrer je dirais dans le détail du contexte de l'Iran. Moi, pour ma part, même si je ne vais pas présenter toutes les périodes, donc ça va être trop long, Farad en a parlé, mais comme il ne m'a pas parlé de la première période dont je veux parler, c'est-à-dire la deuxième moitié du 19e siècle, je vais parler de cette période. Quelle est la spécificité de cette période? C'est la période où l'Occident est en avance, l'Occident est perçu, compris comme une puissance qui a conquis une partie du monde. Et de l'autre côté, dans les pays musulmans, c'est la période où il y a pas mal de guerres. Dans le cas de l'Iran, il y a plusieurs guerres qui ont opposé l'Iran à la Russie. Il y a la période de défaite, il y a la période de régression sociale. La problématique globale du 19e siècle en Iran et dans les pays musulmans, comme disait très bien dans ses livres Abdullah Laroui, c'est le problème du retard. C'est le problème du retard, c'est-à-dire c'est la thématique dominante de deuxième moitié du 19e siècle. Pourquoi nous sommes en retard?
quelle est l'origine du retard et pourquoi nous n'avons pas à progresser à la fois dans la vie de tous les jours, mais aussi dans notre rapport à la science, au pouvoir, aux politiques. La problématique du retard ne trouve pas une seule réponse. Farad a présenté 3 réponses. Mais je pense que cette typologie est valable. Moi-même, j'ai travaillé un peu sur les intellectuels religieux et dans un texte, j'ai aussi présenté ces 3 tendances. Quelle est l'origine du retard? Est-ce que le retard est dû à l'islam? Le retard est dû à l'agression de l'Occident? Est-ce que le retard est dû à la perte de l'authenticité nationale ou religieuse? Chacun donne son interprétation de la raison pour laquelle le pays est en retard. C'est aussi la période d'un processus de modernisation, parce que qui dit du retard dit aussi une façon de pouvoir rattraper ce retard. Donc, non seulement les intellectuels qui pensaient en introduisant les notions modernes telles que liberté, fraternité, autonomie, en traduisant Rousseau, en traduisant quelques auteurs Descartes, tout ça dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Il y a aussi, il ne faut pas oublier, les acteurs politiques qui pensaient qu'en introduisant les institutions modernes, ils pensaient que l'origine de la modernité, l'origine du progrès étaient les institutions politiques. Donc en pensant qu'en créant les assemblées nationales, en créant les institutions modernes, on pourrait rattraper chacun à sa façon, avait une réponse et puis une autre réponse, comme l'Iran a subi plusieurs défaites dans les guerres qui l'opposaient à la Russie. Donc ils se sont dit la raison du retard de l'Iran, c'est l'absence des écoles militaires. Donc ils ont commencé aussi à créer des écoles militaires, c'est dans la force, c'est dans l'armée. Donc voilà. Donc ça, c'est la période. Moi, pour ma part, la figure importante de cette période, c'est Seyd Jamal Assadobadi. Je ne sais pas si un certain d'entre vous, donc c'est quelqu'un qui a connu aussi une vie politique assez importante. Il était en Iran, il a quitté l'Iran, il est venu en France. C'est un religieux qui intervenait aussi dans le débat politique, qui était un peu dans une opposition avec les pouvoirs en place. Il a quitté l'Iran. Il est arrivé en France en passant par l'Inde dans 1884-85 et à Paris avec un autre intellectuel, Abdou, que là, il est beaucoup plus connu au moins dans le monde arabe. Ils ont fondé une revue à Paris. Ils ont fondé une revue à Paris qui s'appelait Le Lien Indissociable. Donc, ils ont fondé une revue et dans plusieurs numéros de cette revue, ils ont abordé la question du retard et de la décadence. Donc, plusieurs numéros de ce revue abordent la question de la décadence du monde musulman et la question du déclin et la question du retard. À partir de là, pour ces 2 religieux, ces 2 savants, ces 2 intellectuels, on ne parle pas intellectuel à cette période, on parle plutôt de savants. Pour ces 2 savants religieux, l'un qui était d'origine égyptienne et l'autre d'origine, beaucoup de guillemets, iranienne, on ne sait pas s'il était afghan, iranien, parce qu'il n'a jamais révélé son appartenance nationale, parce qu'il militait pour une sorte de pan-islamisme à sa période. Donc il a abordé un certain nombre de thématiques dans ses interventions, et il a fait un débat aussi avec Ernest Renan à Paris. Donc il a fait un débat avec Ernest Renan sur le thème « La religion est-il en opposition avec la science ?» Ça aussi, c'est un débat qui a été repris dans les années 60 en Iran et dans le monde arabe, mais sur une autre forme. Ce n'était pas vraiment la science, mais c'était plutôt le darwinisme, c'est autre chose. Mais fin du 19e siècle, dans le débat qui oppose Seyd Jamaluddin avec Ernest Renan, c'est est-ce que la religion est incompatible ou compatible avec la science? Et c'est très intéressant ce débat parce que les 2 auteurs, parce que Renan critique beaucoup la religion musulmane en disant que oui, de toute façon, l'islam n'est pas compatible avec la science. Pour pouvoir faire le progrès, il faut abandonner la religion. C'est la seule façon de pouvoir avancer dans la société. Et Seyd Jamaluddin introduit une distinction entre ce qui relève de la compétence de la religion et ce qui relève de la compétence des sciences. Il dit en séparant les 2 domaines, on peut
accepter, introduire la science dans la société sans pour autant abandonner la religion. Donc on n'entre pas sur les arguments de cohérence ou non, c'est juste pour vous montrer un peu sur cette deuxième moitié du 19e siècle dont je viens de parler, comme Farad n'a pas parlé, donc je me suis permis de dire 2 mots. Donc je saute presque une centaine d'années parce que je ne vais pas non plus refaire à chaque fois les figures de ça, mais je vais me contenter plutôt de parler plutôt dans les décennies qui précèdent la Révolution et plutôt la période post-révolutionnaire. C'est vrai que la Révolution constitutionnelle est une période importante parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à introduire les notions telles que la tolérance, la liberté, le droit, le lien entre le droit divin et le droit humain. Parce qu'il n'y a pas que Cheikh Fazlollah Nouri, il y a aussi d'autres religieux qui s'opposaient à Cheikh Fazlollah Nouri, qui considéraient que le but de la religion, c'est de limiter le pouvoir absolu. C'est-à-dire en se fondant sur une interprétation de la religion, c'est toujours une question de l'interprétation, c'est une question de compréhension, c'est une question de l'herméneutique religieuse, c'est-à-dire quelle lecture on peut faire du texte religieux et comment, comme disait l'un des intellectuels iraniens, comment on peut faire parler un texte. Le texte en tant que tel est muet, c'est le lecteur qui le fait parler. C'est-à-dire personne ne pourra avoir la prétention de pouvoir détenir la vérité d'un texte à condition qu'on respecte les règles de l'herméneutique, les règles de la lecture, et chacun est apte pour pouvoir comprendre, étudier et proposer une interprétation. Il ne signifie pas d'accepter que chacun, sans aucune connaissance, pourrait faire des propositions. Ce n'est pas une anarchie d'interprétation et que chacun a sa façon, mais c'est plutôt en se respectant les règles de l'interprétation et de l'herméneutique, chacun doit pouvoir proposer des interventions. La période qui précède la révolution iranienne, c'est la période qui est marquée par la radicalisation, marquée par le rejet de l'Occident. Et la chose est très simple parce qu'entre 62 et 63, c'est-à-dire après la réforme agraire en Iran, après la période de modernisation autoritaire du régime de Shah, et puis de l'autre côté, d'un côté il y a la modernisation, de l'autre côté, ce qui est assez curieux, c'est le rejet de la modernité par des acteurs qui sont issus de la modernité. Je m'exprime. C'est-à-dire, le régime du Shah a modernisé le pays, il a introduit les institutions modernes comme l'université, l'enseignement supérieur, l'école, et tous ces individus qui ont fréquenté les institutions modernes, tous ces individus qui sont issus des institutions modernes, c'est-à-dire tous les intellectuels dont je vais parler, ne sortent pas des écoles théologiques. Ils ont tous fréquenté les universités qui sont le fruit de la modernité, mais en même temps, à partir des années 60, il entre en opposition directe, évidente et armée avec le régime de Shah. C'est l'un des paradoxes, c'est-à-dire le régime, par la modernisation, libère une partie de la jeunesse, mais par la fermeture de l'espace public, par une politique autoritaire, nous donnant la parole à ces étudiants dans les universités, ces étudiants se transforment en acteurs politiques et s'opposent et fondent des partis politiques. Des partis, ça n'existe pas en Iran, des partis politiques, c'est le seul parti, c'était le parti du régime. Donc c'était des organisations politiques de type guérilla qui ont été influencées par les expériences de l'Amérique du Sud. Donc à l'époque, on traduisait bien les livres de Régis Debray, donc il était assez connu parmi les intellectuels iraniens parce que la lutte armée était quand même la seule forme, entre guillemets, acceptable de pouvoir s'opposer au régime iranien. Ce qu'il faut dire, c'est que un des intellectuels qui a joué un rôle déterminant dans le rejet de l'Occident, c'est un intellectuel qui s'appelle Jalal al-Ahmad. Jalal al-Ahmad, c'est un intellectuel qui a fréquenté le Parti communiste, qui a fait une nouvelle reconversion à l'islam, qui est redevenu musulman, qui a écrit 2 livres qui ont marqué les débats intellectuels en Iran dans le rejet des Lumières, dans le rejet de l'Occident et dans le rejet des acquis de la modernité. Le livre le plus important a été traduit
par occidentalite. Je ne sais pas comment, ça a été traduit comme ça par Kotobi qui a expliqué un peu dans l'introduction de sa traduction, c'est frappé par l'Occident. Parce qu'il considérait que la chair iranienne, l'authenticité de l'Iranien est frappée par le mal de l'Occident. Il dit comme on est frappé par le soleil, quand il y a un coup de soleil, on ne voit plus rien. Et donc la lumière de l'Occident a aveuglé l'Iranien. Donc ouais, je schématise, je veux pas. Le livre est traduit en français. Donc il a écrit un livre qui a été salué par Khomeini, qui a été salué par les milieux cléricaux, qui a été salué par les tendances religieuses. Donc il avait écrit un autre livre qui est intitulé « Au service et aux trahisons des intellectuels ». Je ne sais pas, ouais, je pense que Dar Khedmat va rien être rochant fait. C'est-à-dire, il essaye de montrer que les intellectuels qui doivent être les précurseurs du peuple, qui doivent aider le peuple à avancer, ils ont trahi leur peuple en se soumettant à la domination occidentale. Donc, la trahison d'éclair. Voilà, oui, trahison d'éclair. Voilà, l'équivalent de la trahison d'éclair. Donc voilà, donc ça c'est le débat qui précède la révolution islamique. D'un côté le rejet de l'Occident par quelqu'un comme Jalal al-Ahmad, mais aussi par de ce qu'on pourrait appeler par la suite les Heideggeriens musulmans. Ça aussi c'est un groupe assez important dont la figure emblématique est Shaigan, si on pourrait dire, Fardid, donc il y a aussi un intellectuel iranien qui a passé sa vie à critiquer l'Occident et à dire que de toute façon, la perversion du persan est liée à sa soumission à l'Occident. Donc il a donné un certain nombre de cours parce qu'il n'a jamais publié quelque chose. Ces cours maintenant ont été repris par une fondation Fardid. Voilà. Donc il y a Darius Shaigan aussi qui fait partie de ces Heideggeriens musulmans qui se réunissaient à Téhéran, qui abordaient la question de lien entre l'Iran et l'Occident. Mais pour rester un peu dans ce qu'on essaie de comprendre par rapport à la tradition de lumière, c'est aussi comment critiquer la technologie occidentale. Voilà. C'est aussi le rapport à la technique. C'est le rapport à la langue, comme disait Heidegger, comme foyer de l'être. Ça aussi, voilà, donc ils reprennent un certain nombre de thématiques heideggeriennes appliquées au contexte de l'Iran pour dire que critiquer l'Occident, ce n'est pas propre aux Iraniens qui sont dans une période de décadence et de retard. Regardez dans l'Occident, l'une des grandes philosophes occidentales, Martin Heidegger, a déjà critiqué. Ils prennent aussi d'autres figures de l'Occident parce que ce qui les intéresse, c'est pour dire qu'il ne s'agit pas qu'un débat de l'Iran et que la décadence de l'Occident est un sujet important. C'est un peu Spengler aussi, c'est le déclin de l'Occident. Ces groupes d'intellectuels qui se réunissent à Téhéran autour de Nasr, qui est aussi actuellement aux États-Unis, ce sont des traditionalistes, c'est-à-dire ce ne sont pas des traditionnels, ce ne sont pas du clergé chiite dans son rapport à la religiosité populaire, ce sont des intellectuels qui ne s'inscrivent pas dans une thématique marxiste, qui ne sont pas très proches des milieux cléricaux, mais en même temps ils ont un attache à la fois à la religion, mais aussi à la modernité occidentale, mais dans son rejet. C'est aussi toujours un débat. Comment s'approprier ce qui nous intéresse et rejeter ce qui ne nous intéresse pas. Mais le problème, c'est que ça fait des dégâts depuis une centaine d'années. Et de l'autre côté aussi, on a d'autres intellectuels comme Shariati, qui est un intellectuel religieux, qui a fait ses études à Paris, qui a suivi des cours de Gorvitch, qui a écrit des textes sur Massignon, et qui était aussi un élève de Jacques Berck. C'est un intellectuel religieux qui a abordé un certain nombre de thématiques un peu dans la même idée. Comment moderniser les sociétés musulmanes sans accepter toute la modernité. C'est-à-dire comment il faut, je dirais, islamiser la modernité. Je pense que c'est plutôt, au lieu de dire moderniser l'islam, j'ai envie de dire que tous ces intellectuels de la période avant la Révolution
tenter d'islamiser la modernité. Qu'est-ce que j'entends par l'islamisation de la modernité? C'est de dire tous les concepts fondamentaux de l'Occident, tout ce qui a fait le progrès de l'Occident, tout ce qui a montré que les sociétés occidentaux ont avancé, existe soit dans le Coran, soit dans la tradition islamique, soit avec une lecture raisonnée, intelligente et cohérente de la religion. Si il y a l'Assemblée nationale et la consultation dans l'Occident, on a l'équivalent qui est Shura. Voilà, donc si on a la démocratie, on a aussi l'équivalent dans l'islam. Voilà, donc ça c'est des intellectuels, des partis politiques, des organisations de la période avant la Révolution. Tous ces débats viennent se culminer dans la révolution islamique, dans la révolution iranienne. Donc c'est aussi un débat important. Est-ce que c'est une révolution? Est-ce que c'est une révolte? Est-ce que c'est un mouvement? Et puis, est-ce que c'est une révolution islamique? C'est une révolution iranienne? C'est une révolution nationale? Voilà, c'est le débat, et Farhad a publié pas mal de textes et de livres sur la révolution iranienne. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une révolution moderne et antimoderniste. Hein. Je pense que c'est aussi important. Farhad a montré dans plusieurs de ses livres, parce qu'il a écrit une trilogie de la révolution iranienne, et surtout dans le livre L'Utopie sacrifiée, il montre très bien que la révolution iranienne, par son inspiration, par ses acteurs, était une révolution moderne. En même temps, dans la réalité, la représentation qu'ils avaient de la liberté, de la tolérance, de l'ouverture, était une représentation très restreinte. Tu appelais la liberté intolérante. Après, ouais, je ne sais pas si c'est un paradoxe dans le... Voilà. Donc, la révolution iranienne, qui était une révolution moderniste, mais en même temps anti-moderne, donc avec un certain nombre de choses. Cette révolution, une fois que la théocratie arrive au pouvoir, c'est là que je vais entrer un peu dans le détail de ce que je vais dire en quelques minutes, c'est que la révolution iranienne, dans la première décennie, c'est une période qui est marquée par la révolution, qui est marquée par la guerre, qui est marquée par l'euphorie révolutionnaire. Tout le monde pense c'est la meilleure. Il n'y a pas que les Iraniens qui étaient fascinés par cette révolution, qui ont participé d'une façon ou d'une autre à cette révolution. Michel Foucault était aussi l'un des philosophes très fascinés par la révolution iranienne, parce que pour lui, c'était le retour de la spiritualité politique. Donc il est allé aussi en Iran, il a écrit quelques textes avec un journaliste, comme d'autres, comme Vincent Montet, qui est aussi un chercheur. Donc il y a quand même une fascination parmi un certain nombre de chercheurs, d'intellectuels, parce qu'il y avait quelque chose qui était un peu inédit. C'est-à-dire comment, dans le dernier quart du XXe siècle, où on parlait de la sécularisation, on parlait du retrait de la religion, on parlait de déclin de la religion, on parlait de la disparition des convictions religieuses, on trouve une société où il y a une mobilisation autour des valeurs religieuses, et à la tête de ce mouvement se trouve un clerc charismatique en nom de Khomeini. Ça a quand même un peu interpellé les intellectuels, les milieux. Il y en a d'autres qui ont gardé la lucidité, qui ont critiqué dès le départ. Donc, il ne s'agit pas ni de critiquer Foucault, mais quand même, c'est de dire autant les acteurs étaient engagés dans ce processus révolutionnaire, et on sait à quel point, quand on est dans un mouvement un peu populaire, et il y a quand même un déchaînement de la foule, et c'est extrêmement difficile de pouvoir garder l'individualité de chacun dans ce mouvement. Mais on a vu quelqu'un qui a passé quand même sa vie à aborder la question de l'épistémologie et de la cohérence, et de trouver quand même quelles sont la naissance des discours. On voit très bien que quand même cette révolution a un peu perturbé les milieux académiques. Il n'y a pas que par rapport à ça, mais tout ce qui est aussi le pouvoir. Je me souviens dans les années 80, fin des années 80, quand on suivait des séminaires de sciences politiques, c'était aussi un débat, quelle est la nature du régime?
Donc on partait de la typologie de pouvoir chez Weber et ça ne correspondait pas. On ne savait pas si c'était charismatique, traditionnel, moderne, voilà. Donc ça aussi, la révolution iranienne a invité aussi les milieux académiques à repenser les concepts qui avaient avancé jusqu'à présent pour pouvoir comprendre et étudier, analyser les régimes politiques. Ce qui se passe par rapport au débat intellectuel et la reconfiguration des débats intellectuels, après une décennie, nous constatons l'émergence d'une nouvelle figure intellectuelle que Farad appelle les intellectuels post-islamistes. Les intellectuels post-islamistes, on peut les trouver aussi des laïcs, mais je ne vais pas entrer dans ce débat, c'est-à-dire c'est des intellectuels qui gardent un rapport à la religion sans pour autant se situer dans des thématiques purement religieuses, sans pour autant prétendre à l'instauration d'un régime politique fondé sur la religion. Un mot sur le contexte qui a permis l'émergence de cette nouvelle figure d'intellectuel post-islamiste. Plusieurs événements, plusieurs éléments peuvent expliquer l'émergence de cette figure. Le premier, c'est le plus flagrant, l'échec de la révolution iranienne. C'est-à-dire à partir du moment l'Iran islamique qui prétendait donner une alternative d'un côté au capitalisme occidental et de l'autre côté au socialisme de type russe, n'a pas pu instaurer un régime qui pourrait satisfaire les inspirations du peuple. Donc l'échec de la révolution islamique a invité un certain nombre d'intellectuels, je parlerai plutôt de religieux, d'intellectuels religieux, de revisiter leur orientation religieuse, de revisiter leur rapport à la religion et de repenser le rapport de la religion avec la modernité. Quand on dit la modernité, de toute façon, c'est la modernité occidentale. Donc ça, c'est le premier élément qui joue ce rôle déterminant dans la prise en compte de l'échec de l'islam politique, de l'utopie. Deuxième élément aussi qui a joué un rôle déterminant, c'est le déclin du communisme. Le déclin du communisme qui est aussi, pour l'intellectuel iranien, la fin de l'utopie révolutionnaire. C'est-à-dire, jusqu'à des années 80, on pensait toujours à la révolution iranienne était mauvaise, mais il y aurait une bonne. La révolution russe a été pervertie, comme disait Trotsky, mais il y aura une autre. La révolution cubaine était mauvaise, mais il y aura une autre. La révolution chinoise a été corrompue, mais il y aura une autre. On était quand même toujours dans une thématique révolutionnaire, dans une façon de pouvoir transformer la société par une action révolutionnaire. Donc ça, le déclin du marxisme, le déclin du communisme, on va dire marxisme, le déclin du communisme, le déclin de l'une des variantes de communisme, sachons, je m'adresse à moi-même, sachant que le champ intellectuel iranien était envahi, fasciné par le marxisme. Il ne s'agit pas que des intellectuels marxistes qui étaient fascinés par le communisme. Tous les intellectuels religieux de la période avant la Révolution et au début de la Révolution prônaient le marxisme par la science du temps. C'est-à-dire, c'est pour pouvoir progresser, il faut être marxiste. Après, on faisait une interprétation marxisante de la religion. On est ce qu'on appelait dans le discours iranien le marxisme islamique. Donc voilà. Donc le déclin du marxisme, c'est aussi, je dirais, la fin de l'utopie révolutionnaire. Parce que ça expliquerait par la suite la naissance des mouvements réformistes. Voilà, parce que si on ne peut pas faire la révolution, soit il faut demander un retour en arrière et être réactionnaire, faire un retour en arrière, ou il faut envisager autrement notre rapport à l'espace politique. Et troisième élément, c'est la fin de la guerre et la mort de Khomeini. C'est aussi la fin de l'utopie de l'exportation de la révolution iranienne. Donc ils ont déjà vu que dans un contexte assez restreint, dans une guerre qui opposait l'Iran à l'Irak, ils n'ont pas pu exporter leur révolution à l'Irak. Ça va être difficile de pouvoir envisager une révolution religieuse islamique mondiale. Donc vous savez que l'un des slogans de la guerre incarnée par les militants, c'est que la conquête de Jérusalem passe par l'Irak.
Donc, ce n'était pas de se contenter de battre l'Irak et d'instaurer un régime islamique en Irak. C'est une façon de pouvoir internationaliser la révolution iranienne. C'est un peu le débat qu'on a connu aussi par rapport à la révolution russe. Hein. C'est partout ces débats. Quelle est la portée de la révolution? Comment la révolution peut être enfermée? Donc, ces quatre événements ont permis l'émergence d'une nouvelle figure intellectuelle que Farad appelle et que moi j'ai repris aussi à mon compte dans mes travaux, c'est l'intellectuel post-islamiste. Globalement, à partir de fin des années 80, parce que la 86-87, c'est la fin de la guerre, la mort de Khomeini, la chute du mur de Berlin. Quand je dis le déclin du communisme, c'est la chute du mur de Berlin. Ça fait couler pas mal d'encre en Iran. Quelle était la valeur symbolique de cette chute et de quelle manière cette chute peut être comprise, interprétée et retravaillée. Voilà, donc ça, à partir fin des années 80, début des années 90, le rapport aux politiques, le rapport à l'Occident devient beaucoup plus apaisé. Ce n'est pas pour autant qu'ils deviennent tous pro-occidentaux, mais on voit que tout n'est pas mauvais non plus de l'autre côté. Trois grandes familles intellectuelles peuvent être distinguées et que je me contenterai de présenter une de ces familles. Ce que j'appelle d'abord anti-lumière, critique de la lumière et les lumières. Voilà, c'est ces trois, tu as un peu parlé de ça. Ce qu'on appelle les lumières, ceux qui défendent de façon inconditionnelle le modèle occidental, c'est-à-dire pour eux, c'est la seule façon, et souvent ils se réfèrent au modèle de laïcité française. Parce qu'ils se réfèrent souvent au modèle de laïcité française, les défenseurs inconditionnels de l'Occident et de l'ouverture de l'espace public, parce qu'ils considèrent que c'est de cette façon qu'on pourra faire reculer la religion. Ce n'est pas en reprenant le modèle de sécularisation de type américain ou de type anglais qu'on pourrait faire avancer. Donc ça, c'est le modèle un peu de pure, je dirais, lumière dans sa partie anti-religieuse, dans sa partie le rejet de la religion et une sorte de laïcité que tu appelles laïcité de combat. Donc si on peut faire une distinction entre laïcité de combat et laïcité de compromis, donc les lumières, les défenseurs purs et durs de lumière s'inscrivent dans ce que Farad appelle la laïcité de combat, qui est une des versions de laïcité, qui n'est pas la seule version, d'autant plus que depuis une dizaine d'années, au sein de la société française, il y a tout un débat autour de ce qu'on pourrait appeler le rapport à la laïcité. Quel type de laïcité et comment on pourrait élargir la laïcité pour qu'elle ne soit pas une laïcité d'exclusion, mais plutôt une laïcité d'inclusion. Voilà. Donc ça, c'est lumière. Deuxième groupe, les groupes anti-lumière. Les groupes anti-lumière, ce sont des intellectuels qui restent toujours dans les thématiques un peu de la période avant la Révolution et pour qui, de toute façon, le rapport de l'Occident nous pervertira. Donc, une des figures importantes de ces intellectuels traditionnalistes, j'appelle l'intellectuel traditionnaliste et ne pas traditionnel, c'est-à-dire c'est des intellectuels qui font une lecture de la religion qui n'est pas une lecture politique. C'est Reza Davari. Reza Davari, c'est un intellectuel iranien qui a fait ses études en France et qui a traduit pas mal de textes de Heidegger et qui a développé une thématique anti-occidentale, anti-lumière. Et il essaye de montrer par ses écrits que déjà à l'intérieur de l'Occident, il y a rejet de l'Occident par les penseurs, les vrais penseurs, ce qu'il appelle les vrais penseurs. Et de l'autre côté, c'est que l'Occident lui-même va vers le déclin. Donc on ne va pas suivre un modèle qui est en chute pour pouvoir tomber par la suite. Donc ce serait mieux de se prémunir de ce déclin de l'Occident et de développer la pureté, l'authenticité. Voilà. Donc c'est un intellectuel religieux qui est maintenant responsable de l'Académie des sciences en Iran, mais qui intervient pas mal dans le débat public. Ce n'est pas pour autant un intellectuel politique,
même si indirectement il défend le régime, mais il fait partie de ces intellectuels qu'on a trouvé aussi un peu dans les années 60 en France et à Guénon. Voilà, c'est des personnes qui ont rejoint la religion pour défendre une sorte de mysticisme, une sorte de spiritualité, un rapport à la religion qui n'est pas vraiment un rapport politique. Ça, c'est deux groupes. Et troisième groupe, dans son rapport à la lumière, ce qu'on appelle critique de la lumière. Critique de la lumière, c'est-à-dire de ne pas accepter l'Occident, de ne pas accepter tous les philosophes, de ne pas accepter toutes les idées forces et les concepts de la modernité occidentale, et d'avoir une démarche que je qualifie souvent de composition ou une démarche sélective. C'est-à-dire comment on pourrait prendre quelques éléments et de proposer un tout qui pourrait éventuellement nous aider à mieux comprendre la situation dans laquelle on se trouve. Donc parmi les critiques les critiques de lumière, je distingue deux groupes, les marxistes d'un côté et les religieux de l'autre côté. Donc, la première, c'est anti-lumière, deuxième, lumière, ou je ne sais pas dans quel ordre j'ai dit, et troisième, critique des lumières. Parmi les gauches, avant la Révolution, on n'avait qu'une idée du marxisme, du communisme, c'était des idées de Marx, de Lénine, de Staline, tout ça. Après la Révolution, avec la traduction, avec les moyens modernes, il y a une nouvelle gauche qui apparaît en Iran, qui s'inscrit dans l'héritage de l'école de Francfort. Voilà, ça c'est quand même assez important. Ils se nomment la nouvelle gauche, ils sont intéressés par la critique de la modernité telle qu'elle a été formulée par Horkheimer, par Adorno, plus tard par Habermas. Donc ce sont des intellectuels, ce sont des penseurs qui sont relativement connus en Iran. Les livres ont été traduits. La critique de la raison telle que Horkheimer a élaboré, donc la critique de la raison instrumentale, la critique de la lumière, parce que c'est une des critiques de l'école de Francfort. Comment, depuis que Kant nous a dit qu'on sortira de l'obscurantisme, on entrera dans la lumière. Je ne sais pas, Horkheimer ou Adorno disaient quand je regarde le ciel de l'Occident, je ne vois pas la lumière. Je vois le fascisme, je vois le stalinisme, je vois tous ces régimes politiques qui ont envahi ces sociétés. En fin de compte, ce n'est pas la lumière qui se propage en Occident, mais voilà, c'est plutôt le ténèbre. Hein. Voilà. Donc, la première partie, ce sont des intellectuels de gauche qui considèrent qu'on pourra toujours rester dans l'héritage de la lumière sans pour autant accepter la lumière dans sa totalité, mais introduire une critique de la modernité telle que l'école de Francfort et les penseurs de l'école de Francfort actuellement. Là, il n'y a pas que l'héritage de l'école de Francfort, deux, trois auteurs qui sont très connus en Iran, qui sont souvent cités en Iran, et parfois on se demande, on pourrait éventuellement expliquer sur le plan sociologique, mais sur le plan intellectuel, je ne sais pas de quelle manière. Il y a Alain Badiou qui est cité, ses livres sont traduits, il y a un groupe d'Alain Badiou qui se réunit à Téhéran, qui traduit, et deuxième c'est Zizek. Voilà, Zizek aussi. Voilà, si vous êtes un peu habitué de ses écrits, c'est un peu de réconcilier une des versions de lacanisme avec le marxisme, avec une critique de l'Occident, en défendant les opprimés du monde, comme disait Imam Khomeini. C'est un peu ça, c'est comment on va aider les opprimés du monde de pouvoir sortir de cette décadence dans laquelle les sociétés occidentales se trouvent. Voilà, il y a un débat aussi un peu animé en Iran autour des groupes d'intellectuels, autour des groupes d'intellectuels qui ont aussi un écho dans la société civile. Je regardais la dernière fois, il y a quelques-uns des livres de Badiou qui sont traduits. Ces débats sont cités. Voilà. C'est un peu comment rester anticapitaliste dans une société où toute référence au marxisme pose problème. Voilà. Donc, comme le marxisme est identifié au stalinisme, à tout ce qui se passe dans le monde, et de l'autre côté, on voit que la
la répression existe, on voit que l'exploitation existe, on voit que le capitalisme est quand même assez prégnant dans le monde dans lequel nous vivons. Comment on aborde la critique des sociétés dans lesquelles nous vivons sans pour autant tomber ni dans l'obscurantisme religieux, ni dans le marxisme vulgaire. Voilà. Ça, je pense qu'il a trouvé un peu son écho dans la société iranienne parmi les milieux intellectuels. Nous, on s'intéresse à un petit groupe, la société, on ne sait pas ce que c'est la société, on s'intéresse à un petit groupe. Et puis, parmi les critiques de la modernité, la gauche, et puis les intellectuels religieux. Donc, j'ai un peu en abusé, si je peux rester encore 5 minutes, parler 5-10 minutes par rapport à ces intellectuels religieux de la période post-islamiste qui ont élaborer un certain nombre de thématiques qui relèvent directement ou indirectement de l'héritage des Lumières. Ces intellectuels, quelle est la caractéristique de ces intellectuels religieux? Ici, si je dis l'intellectuel religieux, peut-être il y aura moins de rejet que si je dis dans un amphithéâtre à Téhéran, l'intellectuel religieux. Beaucoup de rejet il y a dans les milieux iraniens de dire intellectuel religieux. On ne peut pas être intellectuel et religieux, c'est impossible. Voilà, donc c'est soit on est intellectuel, qu'on s'inscrit dans une tradition des Lumières, soit on est religieux, on est dans l'obscurantisme, on peut pas être, ou il faut garder l'intellectuel, abandonner la religieux, ou il faut garder la religion, abandonner l'intellectuel. Mais quelques figures, je suis obligé de dire intellectuels, quelques étudiants, quelques chercheurs, quelques acteurs ont élaboré un certain nombre de thématiques et se prétendent être intellectuels religieux. Qu'est-ce que signifie être intellectuel religieux pour eux? C'est de porter un regard critique à la religion tout en critiquant la modernité occidentale. C'est-à-dire, le monde dans lequel nous vivons, nous avons besoin d'avoir un rapport à la religion dans le contexte de l'Iran. On ne peut pas abandonner entièrement la religion. On doit faire une lecture sélective de la religion pour la rendre compatible avec la modernité. Voilà. Ces intellectuels religieux sont issus des institutions modernes. Ce ne sont pas des clergés, même s'il y en a un ou deux clercs parmi eux. Donc, 2-3 caractéristiques de ces intellectuels. Ils sont issus des universités, donc ils ont un rapport moderne à l'enseignement. Ils ne s'inscrivent pas dans un discours théologique, donc ils ne sont pas là pour pouvoir justifier les débats théologiques, mais plutôt ils sont dans une sorte de rationalité, dans une question de rapport à la raison pour pouvoir fonder leur discours. C'est une tradition qui existe aussi dans l'islam, connue sous le nom de Mutazili. Donc ça, c'est un courant théologique, mais ils ont un rapport à la raison. Ces intellectuels religieux ont apparu en Iran au début des années 90, après les 4 événements dont je vous ai parlé. Donc on ne peut plus croire à la révolution, on ne peut plus croire à l'utopie révolutionnaire, on ne pourra plus fonder un régime juste, islamique, conforme à l'âge d'or de l'islam. On ne peut pas se référer à l'utopie révolutionnaire de type marxiste, on voit ce qui s'est passé. Donc il y a un passage important de la révolution à la réforme. Donc ça, c'est un peu, je pense que dans beaucoup de pays, c'est à partir de ce moment-là qu'on remplace Popper par Marx. Et on introduit, il y a tout un débat en Iran sur l'introduction des idées de Popper, l'introduction des idées des penseurs libéraux en Iran. Regardez, moi je me souviens que même un texte qui n'est pas vraiment un débat entre Popper et Marcuse, mais je ne sais pas par quel génie, un traducteur iranien avait trouvé 2 textes, l'un de Popper et l'autre de Marcuse, et il avait intitulé son livre « Révolution ou réforme ». Et c'était intéressant, en fin de compte, le raisonnement tournait dans son introduction, parce que quand je lisais le livre, c'était 2 émissions télévisées pour l'un et l'autre, ou 2 textes de l'un et de l'autre. Mais quand on mettait les 2 dans un livre, ça montrait très bien 2 façons d'envisager la gestion de l'espace public, la gestion de la transformation de la société. Donc, les thématiques de
de lumière, les thématiques de la modernité occidentale, les thématiques libérales. Maintenant, c'est dans le sens américain du terme, mais pas dans le sens français du terme, c'est-à-dire c'est la liberté. Donc, les thématiques de tolérance, de liberté, de l'autonomie ont joué un rôle déterminant des années 90 et ont permis de l'ouverture de l'espace public en Iran. Voilà, donc une fois qu'on a rompu avec toutes ces thématiques révolutionnaires, une fois qu'on a essayé de s'inscrire dans des thématiques réformistes, c'est-à-dire comment moderniser la société, comment réformer la société sans pour autant entrer dans la violence, sans pour autant entrer dans la transformation de la société dans sa globalité, mais plutôt d'introduire des modernisations, des réformes dans tel secteur. Ce que Alain Touraine appelait les nouveaux mouvements sociaux. Donc c'est là où on voit en Iran, à partir des années 90, il y a de nouveaux mouvements sociaux, des mouvements ethniques, des mouvements des femmes, des mouvements intellectuels, des revendications culturelles. Donc la rupture avec une vision révolutionnaire et la défense d'une vision réformiste. 3-4 intellectuels iraniens, 3-4 intellectuels religieux iraniens ont joué un rôle déterminant dans l'élaboration de nouvelles thématiques religieuses qui ont joué un rôle non seulement en Iran, mais aussi dans le monde arabe. Donc je donne 3-4 figures. Le premier, c'est Abdolkarim Soroush. Abdolkarim Soroush, c'est un intellectuel qui a fait ses études en pharmacologie, qui a fait des études en Angleterre en épistémologie, et qui a une grande connaissance de la tradition islamique, qui est arrivé en Iran. Il était proche du régime au début de la Révolution, il a participé à la révolution culturelle à sa manière, mais ce qui est intéressant dans sa démarche, il a publié un certain nombre de livres et de conférences qui sont devenus ce qu'on pourrait appeler le manifeste du réformisme religieux de la période post-révolutionnaire. Voilà. Donc je donnerai quelques exemples. Il est devenu la figure emblématique du réformisme religieux. Donc il a écrit sa thèse, pour résumer en 3 lignes. J'ai écrit pas mal d'articles, j'ai écrit 2-3 au moins en français pour pouvoir un peu présenter, un en arabe et puis ce qui a été traduit. L'idée, c'est que il faut distinguer entre la religion et la compréhension de la religion. Ça, c'était une révolution en Iran. Je sais qu'ici, c'est quelque chose de très banal, on sait, parce que quand on a fait des études philosophiques, quand on connaît l'herméneutique, mais dans le contexte de l'Iran, le savoir était quelque chose, le savoir était quelque chose de sacré. On considérait que le savoir religieux était sacré. Lui, il a introduit la désacralité du savoir religieux parce qu'il considère que la compréhension du texte est propre à l'homme. Et l'homme, comme étant infaillible, donc on pourra avoir une infaillibilité dans la compréhension du texte. Ce n'est pas le texte qui n'est pas sacré, c'est la compréhension du texte qui n'est pas sacrée. Quelle est la conséquence politique de ça? C'est la remise en cause de tous les savants religieux qui prétendaient que leur savoir était sacré. Je ne sais pas si c'est un peu peut-être flou. Voilà, donc ça c'est vraiment une révolution en Iran, c'est de distinguer entre la sacralité du texte et la compréhension du texte. Et deuxième idée, c'est que la production de savoir religieux est conditionnée par nos connaissances des sciences. Et il montre très bien que le texte en tant que tel, on ne peut pas avoir un esprit libre de tout pour pouvoir lire un texte. Donc on est conditionné par nos connaissances, on est conditionné par nos compétences, on est conditionné aussi par le discours dominant. Et ça, on pourra montrer facilement dans les débats intellectuels en Iran et dans d'autres contextes, même dans le monde arabe. Et quand on voit par exemple les débats dans les années 60-70, le darwinisme était le discours dominant dans les milieux marxistes, dans les milieux intellectuels, dans les milieux dits scientifiques. Tous les religieux passaient leur temps pour pouvoir expliquer que le darwinisme n'est pas compatible ou compatible avec la religion. Et nous, on a des religieux qui ont écrit des livres qu'en aucun cas le darwinisme n'est incompatible avec la religion. Voilà, donc c'est pour dire. Donc, la deuxième idée de Soroush, de dire que nos connaissances sont conditionnées par
l'évolution des sciences. Et troisième, je pense que c'est le titre de sa thèse, il faudrait limiter la religion pour que la religion entre dans la modernité, mais pas le contraire. Je m'exprime. Jusqu'à présent, les intellectuels religieux disaient que la religion est la plus importante. Donc il faut faire entrer la modernité dans la religion. Et tout ce qui ne correspond pas à la religion, il faut le jeter. Donc voilà. Lui, dans son livre, il essaye de ces contractions, rétrécissement, comment on va faire contraction et extension. Voilà, contraction et expansion de la charia. Et lui, il explique, il faudrait rendre plus mince la religion pour qu'il puisse entrer dans la modernité. On a tellement grossi la religion et que la religion n'entre pas. Voilà, donc je schématise. En plus, contraction, voilà, je pense qu'il faut aussi exprès de. Voilà. Donc, ces trois thèses de Abdolkarim Soroush ont fait un grand débat en Iran, a été rejeté par les religions, a été repris, et a fait là. Ça, c'est Soroush. Il y en a d'autres, je vais m'arrêter ça. Il y a d'autres, Mohsen Kadivar, qui est un religieux, qui est actuellement aux États-Unis. Mais j'aimerais bien juste dire un mot pour terminer dans cette idée. C'est de défendre un pluralisme religieux. Ça aussi, c'est l'idée un peu de lumière. C'est que chacun, peut-être qu'on pourrait interpréter la religion, qu'on pourrait donner une explication de la religion, on pourrait comprendre la religion pour qu'elle ne soit pas quelque chose d'exclusif, mais plutôt inclusif. Donc, Abdolkarim Soroush, Mohsen Kadivar, Mojtahid Shabasseri, plusieurs intellectuels iraniens ont défendu un pluralisme religieux. Ils se sont appuyés sur la tradition chrétienne, c'est-à-dire, on sait plus ou moins dans le rapport à la pluralisme religieux, on pourrait schématiser en trois tendances. Exclusivisme, inclusivisme, pluralisme. Voilà. Le premier groupe, exclusivisme, rien de salut en dehors de l'Église, donc il faut exclure tout le monde pour qu'on puisse rester fidèle à la religion. Les inclusivismes, les autres religions ont quelque chose de bien, mais on a le meilleur. Donc il faut qu'ils deviennent comme... Voilà, c'est un peu, voilà, je schématise encore une fois là. Et troisième, le pluralisme, c'est le pluralisme, j'appellerais positif, c'est qu'il faut défendre une coexistence des différentes religions, sinon on ne pourra pas arriver à un accord total sur toutes ces thématiques qui sont des thématiques théologiques qui ont fait le débat pendant des siècles et des années. Les intellectuels religieux en Iran, au moins pour leur part, ont essayé de proposer une interprétation de la religion qui pourrait défendre plutôt un pluralisme religieux qui serait aussi un peu dans l'esprit de la tolérance et de liberté et de l'autonomie. Tout ça, ce ne sont pas des philosophes, ce ne sont pas des chercheurs universitaires, ce sont des intellectuels. Et comme intellectuels, ils essayent de proposer des syncrétismes, ils essayent de proposer des synthèses entre les différentes interprétations de la religion. Certes, si on doit écrire, il y a pas mal d'incohérences dans ce qu'ils écrivent. Moi, ce que j'appelle, parce que j'aimais bien le livre de mon directeur de mémoire de maîtrise, François Bricot, qui avait écrit « Les bricolages idéologiques ». Donc j'aimais bien son livre, il expliquait très bien comment la fonction principale d'un intellectuel est de bricoler. Bricoler dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de prendre un peu de chacun et de proposer quelque chose qui pourrait avoir une forme plus ou moins cohérente, mais il ne faut pas trop toucher les éléments, peut-être ça va se casser la figure parce qu'il a tellement bien monté et quand on regarde la forme, ça tient la route. Merci pour votre patience. Avant de passer à la discussion, on va peut-être juste noter au moins un nom pour que vous puissiez l'orthographier, hein, ouais. Puisque tu as parlé beaucoup d'Abdolkarim Soroush. Voilà. On va peut-être l'écrire. Oui, et puis je pourrais envoyer 2 textes que j'écris pour si jamais. J'espère qu'il écrit. Hein. Ouais. Bon. Pour ceux qui suivent le cours sur le sujet, hein, je donnerai certains des noms propres pour que vous puissiez
des orthographies, puis on donnera des extraits aussi de textes. Pour l'anecdote, c'est pas son vrai prénom. Je veux dire, ça c'est voilà, je veux dire juste un mot, c'est des pseudonymes qu'il a choisis lui-même. Abdelkarim, c'est son prénom, mais son nom de famille, Sorouche, même nos prénoms. Son vrai prénom, c'est Hossein Rojpaj, ça n'a pas d'importance. Abdelkarim, c'est-à-dire c'est l'esclave de Dieu, l'esclave généreuse de Dieu. Et Sorouche, je ne sais pas comment dire. Oui, donc, il a donné ce nom, mais maintenant, il est connu sous le nom de Abdelkarim Sorouche. Maintenant, c'est son fils qui s'appelait Sorouche. J'ai appris par la suite. Une dizaine de ces textes sont traduits en anglais, avec une très bonne présentation d'introduction par les frères Sadri, donc c'est traduit en anglais. En français, sans prétention, j'étais l'un des premiers à pouvoir introduire en France. J'ai publié un certain nombre d'articles sur lui. Dans un livre que j'ai publié, j'ai participé à la publication avec Sabrina Mervin qui s'appelle Les mondes des chiites, dans lequel j'ai publié 2 articles, un sur Sorouche, un autre sur Kadivar. Donc c'était Les mondes chiites. C'était aussi une prétention dans les années 90. On voulait montrer un peu la diversité des débats intellectuels en Iran, mais dans le monde aussi non chiites, non iraniens. Donc ce livre s'appelle Les mondes chiites. Abdelkarim Sorouche, en français, on n'a aucun livre de lui, mais en anglais et en arabe. Si vous lisez en arabe, ces textes ont été traduits en arabe et 2 de ces livres en anglais. Et puis un autre, c'est Kadivar aussi, parce que j'écris ça, parce que il a un site pour des personnes qui veulent faire des recherches. Site en anglais, il a pas mal d'articles en anglais. Kadivar. Donc ça va être facile, il a le même prénom que moi. Mohsen Kadivar. Lui, c'est un religieux. Si je peux schématiser, il était inclusiviste. C'est-à-dire, pendant longtemps, il y a un débat qui opposait avec Sorouche. Et il disait qu'on ne peut pas être chiite et de dire que toutes les religions se valent. Ça n'a rien à voir. Mais il dit que c'est contradictoire. Donc, soit on est dans la vérité, soit on n'est pas dans la vérité. C'est intéressant, un débat. Il dit, je veux bien accepter, parce que la question de pluralisme religieux, qui aura le salut? C'est ça la question. Qui va être sauvé? Voilà, donc si tout le monde est sauvé, donc pourquoi on va rester... Les exclusivistes, ils excluent tout le monde. Les inclusivistes, il intègre quelques-uns. Mais les pluralistes n'ont pas encore le pouvoir inclure tout le monde. Donc, Mohsen Kadivar. Et Mojtahid Chabestari, j'ai envie d'écrire parce que j'ai écrit quelques articles en français sur c'est un religieux. Ça, c'est un peu c'est théologien, c'est un théologien. Mohammad Mojtahid Chabestari, je ne vais pas... Mojtahid Chabestari, c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit sur le lien entre la foi et la liberté. Et il disait que la foi, c'est quelque chose qui doit me rendre libre et pas assujetti. Vraiment, il a un livre qui s'appelle La foi et la liberté. Et il dit, les régimes politiques démocratiques sont les seuls régimes permettant l'épanouissement d'un croyant qui veut garder sa foi, et contrairement au régime dictatorial. Voilà, je pense que c'est important, on est un peu dans le débat voilà. Donc, Mojtahid Chabestari, récemment aussi, j'ai écrit un petit texte, je ne sais pas comment j'ai appelé, je me souviens, le croyant à l'épreuve de la foi, je me souviens plus. C'était aussi sur la question de la foi. C'est quelqu'un qui critique, par exemple, la modernité religieuse. Il dit c'est n'importe quoi. Il ne peut pas être modernité islamique, religieuse, tout ça. Soit on est moderne, soit on n'est pas moderne. Et après, il faut envisager des pouvoirs politiques, voilà. Donc, si c'est des auteurs, et tous ces auteurs, on a aussi, on est resté un peu sur l'Iran, mais sachez-moi, en français, il y a un auteur des années 20, Abdelrazer, qui a écrit les fondements du pouvoir en islam. C'était un clerc égyptien qui a perdu son pouvoir religieux, les fondements du pouvoir en islam. Il a essayé de montrer que l'obéissance politique n'a rien à voir avec la foi religieuse. C'est-à-dire, on peut remettre en cause tous les pouvoirs politiques tout en gardant la foi religieuse. C'est ça que le régime en Iran, où les régimes religieux jouent. Ils font un lien
entre l'obéissance politique et la foi religieuse. C'est-à-dire, ils disent, si vous critiquez le politique, vous remettez en cause la foi. Et lui, il a écrit, parce que dans le monde sunnite, le rapport entre le califat et la religion. C'est-à-dire, est-ce que tout musulman peut critiquer le système politique tout en gardant sa religion? Et lui, il montre très bien que par l'histoire, tous les musulmans ont contesté le pouvoir de califat. Sinon, tous les pouvoirs politiques étaient des pouvoirs corrompus, pourris. S'il y a un lien entre le pouvoir et la puissance religieuse, donc ça ne tient pas la route. Tous ces intellectuels, ils essayent de montrer comment on garde la foi dans un monde sécularisé. Comment on peut rester religieux dans un monde où tout nous montre que la religion doit disparaître. Voilà. Donc, ils ont... voilà.